Merci. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis docteur junior en ORL au CHU à Rennes, dans le service du professeur Godet. On va vous parler du coup de perforation tympanique et d'appareillage auditif. Donc on n'a pas de conflit d'intérêt en lien avec le sujet. Donc pour bref rappel d'anatomie, le tympan, vous le savez tous, c'est ce qui se situe, c'est une fine membrane qui se situe entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Elle est constituée de deux parties, ce qu'on appelle la pars tensa et la pars flaccida, sa partie supérieure. Elles ont quelques petites particularités qu'on va revoir tout à l'heure, ça nous intéresse dans la physiopathologie. Donc là, c'est une photo de tympan normal, on voit bien, il brille bien, il n'y a pas d'épanchement derrière, et on voit bien le manche du marteau. Donc les types de perforations tympaniques, il y a des perforations tympaniques dans le cadre des otites moyennes aiguës, mais elles vont assez peu concerner l'audioprothésiste puisque elles sont souvent d'évolution favorable suite à une infection bactérienne qu'on traite par antibiotiques et par goutte intra-auriculaire. Il y a également des perforations tympaniques, soit par des blastes, des barotraumatismes ou parfois des corps étrangers type coton-tige. C'est aussi des perforations qui peuvent laisser des séquelles, mais qui sont souvent d'évolution favorable qu'on suit en ORL et qui se referment spontanément. Il y a également donc les perforations aussi iatrogènes, donc post-opératoires, ou aussi souvent post-pose d'aérateur transtympanique. C'est les fameux yo-yo chez les enfants qui font beaucoup d'otites. Chez les enfants à qui on est obligé de mettre souvent des aérateurs, il peut y avoir des perforations qui restent une fois que les aérateurs sont tombés ou qu'on les a enlevés chirurgicalement. Et surtout, ce qui va intéresser l'audioprothésiste, c'est les perforations dans le cadre des otites chroniques. Et on va détailler rapidement un petit peu la physiopathologie donc des otites moyennes chroniques. Donc l'otite séromuqueuse, c'est quoi? C'est un épanchement liquidien qui dure plus de 3 mois derrière le tympan et qui est souvent lié à des infections récurrentes. Soit ça va guérir spontanément, donc ça va disparaître avec l'enfant qui va grandir, l'adulte, la trompe de stage qui va se maturer, l'aération de l'oreille qui va se faire. Soit peut y avoir des séquelles à type de tympanosclérose, donc c'est les fameux aspects un peu blanchâtres qu'on voit, les petites plaques de myringosclérose qu'on peut voir sur les tympans. Soit ça peut faire des otites moyennes chroniques avec un tympan ouvert, donc soit on va avoir une otite séquelaire, c'est-à-dire juste avoir un petit trou dans le tympan qui est souvent non marginal, donc plutôt au centre du tympan, sans écoulement, avec une muqueuse de l'oreille qui est normale. Ou alors, on peut avoir des otites moyennes à tympan ouvert et qui vont couler, donc avec des otorrhées. Et le risque, c'est qu'il y ait de l'épidermose, c'est-à-dire qu'il y ait de l'épiderme du conduit qui rentre dans la caisse moyenne. Et on va voir ce que ça peut donner ensuite. Ou alors, il y a les otites atélectasiques. Là, c'est plutôt tout ce qui va être trouble de pression dans l'oreille moyenne. Et donc, le tympan, il va il peut faire ce qu'on appelle des otites fibroadhésives, c'est-à-dire que le tympan, il va aller se coller sur le promontoire avec du coup une caisse du tympan qui deviendra complètement virtuelle. Ou parfois, il y a juste avoir une partie du tympan qui va se rétracter parce qu'il y a des troubles de pression qui sont multifactoriels et faire ce qu'on appelle des poches de rétraction qui sont très à risque, comme l'épidermose, puisque en gros, si on a une poche de rétraction, on peut avoir de l'épiderme qui migre via cette poche de rétraction dans la caisse moyenne et donc ça peut donner des cholestéatomes comme l'épidermose, c'est-à-dire que si on a un trou dans le tympan avec une muqueuse de caisse qui est inflammatoire et beaucoup d'infections, on peut avoir un petit peu d'épiderme qui rentre dans la caisse du tympan et ça donne ce qu'on appelle des cholestéatomes. Ça, c'est des pathologies qui sont embêtantes et souvent on a une oreille qui coule, donc si on a une perforation plus une otorrhée, il faut toujours se dire potentiellement un cholestéatome et donc il faut bien repenser à réadresser le patient à l'ORL parce que les cholestéatomes, ça peut donner des complications graves, des atteintes labyrinthiques, des paralysies faciales, des méningites, des abcès cérébraux, etc. Donc là, des petites images de myringosclérose. Là, on voit donc des petites plaques ici de myringosclérose. Là, c'est une perforation donc sèche avec une otite séquelaire. Il y a juste un trou dans le tympan. Et là, une grande plaque de myringosclérose associée à une perforation tympanique. Là, on a des poches de rétraction. Donc parfois, ça peut mimer un peu comme une perforation, mais en fait, le tympan, là, il est collé contre le promontoire et moi ici. Ça moule bien ici. Là, on voit carrément l'étrier. Et là, on a aussi une poche. Une otite fibroadhésive, c'est-à-dire que le tympan il est complètement collé, donc ça peut mimer des perforations, mais c'est des pathologies qui sont très à risque d'évolution vers le cholestéatome, avec souvent, si vous regardez dans les otoscopes et que vous voyez des petites squames comme ça, il faut absolument renvoyer le patient chez l'ORL pour faire un bilan, parce qu'après le risque c'est que ça se développe complètement un cholestéatome. Les conséquences des perforations, donc principalement, c'est que ça peut donner des surdités de transmission,
Et le deuxième risque, c'est que ça peut donner des autorés. Donc s'il y a perforation plus autoré, là il faut voir l'ORL pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Mais c'est les deux choses qui peuvent poser problème, parce qu'on a une surdité de transmission, donc on aimerait réhabiliter l'audition du patient, mais parfois on a des perforations qui sont dites sèches, c'est-à-dire qui ne coulent pas. Donc là on va pouvoir mettre un appareillage auditif, dont Stéphane va vous détailler les particularités. Mais si jamais il y a une autorée, l'appareillage il va être très compliqué. Oui, rebonjour à tous. Alors, les difficultés concernant l'appareillage, alors d'emblée, j'élimine l'appareillage en conduction osseuse qui serait dans bien des cas préférable, mais on peut faire l'hypothèse qu'il aura été prescrit par l'ORL, et je pense que c'est un autre sujet. Et dans pas mal de situations, on se retrouve, c'est un petit peu le débat du jour, la coordination, la collaboration ORL, audioprothésiste, on se retrouve avec des prescriptions qui vont nous orienter vers un appareillage en conduction aérienne. Je pense que ça va être le cas le plus fréquent. Donc un petit principe commun à toutes les professions médicales, mais premièrement, ne pas nuire. Donc je pense que la première chose à avoir en tête, si vous vous lancez dans un appareillage en conduction aérienne, dans des oreilles compliquées, qui peuvent encore un petit peu couler, il y a des perforations tympaniques, bien qu'on verra la perforation tympanique en elle-même, c'est pas un frein. Vraiment, la première chose à avoir en tête en permanence, c'est de ne pas aggraver la situation et ne pas déclencher de surinfection, de choses comme ça. Donc, clairement, il faudrait, pour bien faire, ne pas obstruer, et vous allez voir qu'on va arriver dans des antinomies infernales. Il ne faut pas obstruer. Et en même temps, il faudrait, dans beaucoup de situations, surdité de transmission, apporter pas mal d'énergie, et notamment dans les graves. Et donc, je sais que c'est un sujet d'échange assez fréquent entre les ORL du service à Rennes, où on explique que pour faire passer des basses fréquences, il faut fermer l'oreille, il y a des problèmes de couplage acoustique. Et donc, d'un côté, sonorement parlant, c'est pas très beau comme mot, mais j'emploie quand même, acoustiquement parlant, il faudrait fermer le conduit auditif, et médicalement, pour le bien-être du patient, il faudrait surtout ne pas le fermer. Donc on va voir un peu comment on fait vivre ces deux paradoxes. Et puis une dernière chose, est-ce qu'on peut faire des mesures in vivo? Oui, on verra dans quelles conditions. C'est intéressant d'en faire, il y a des précautions de lecture de courbe. On va se retrouver avec des choses assez étranges parfois, dues aux perforations tympaniques. Il y a des précautions d'insertion de sonde, mais par contre ça va énormément nous aider justement à valider ce couplage acoustique et très très rapidement, en une ou deux mesures, savoir si le choix qui a été fait permet de diffuser de l'énergie. Alors c'est sûr que quand on voit des conduits comme ça légèrement brillants, on se dit c'est vraiment pas une bonne idée du tout d'aller mettre un appareil auditif dans une oreille comme ça. Enfin, évidemment qu'il y a des appareils à éviter, absolument, je pense aux intra-auriculaires en particulier, mais je pense que tout le monde a ça en tête. Très souvent, il m'arrive plutôt d'arbitrer, donc on évite de mettre des composants électroniques, donc vous ne verrez pas d'écouteurs déportés. En tout cas, c'est un petit peu ma philosophie dans ce type de situation. On devra arbitrer entre des contours à tube fin avec des dômes. Il y a une gamme de dômes maintenant vraiment intéressante qui permet de faire passer de l'énergie acoustique. On voit sur votre gauche un double dôme power ou un embout classique. Donc c'est vraiment un arbitrage à faire qui va dépendre de plein de choses, des capacités du patient à nettoyer lui-même son appareil, est-ce qu'il habite loin ou pas loin, par exemple. On peut imaginer que j'ai des patients qui me viennent en tête dans ce cas-là, ceux à qui on va mettre des embouts, on va intimement les surveiller très régulièrement. On peut trouver, la liste n'est pas exhaustive, les qualités du dôme dans ce cas-là. Je ne fais pas l'apologie du dôme en général, mais vraiment dans le cas de ce type de perforation, c'est jetable. C'est quand même très intéressant sur le plan de l'hygiène. Et quand on a des gens qui ont un passé otologique comme ça, tel, d'avoir quelque chose de remplaçable facilement, y compris par eux. Vous pouvez leur mettre un jeu de dôme plus tube à disposition qui peuvent remplacer eux-mêmes. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans ces situations-là. C'est facile à déboucher par le patient lui-même, pas tous, mais certains arrivent quand même assez facilement à dévisser un tube. Physiquement confortable, c'est des conduits qui peuvent avoir suite à ces otites, à ces infections, avoir des douleurs, des inconforts physiques.
Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Et ça maintient, même avec un double dôme fermé, on maintient quand même un petit cycle d'aération dans le conduit auditif. Puis quand même, pas d'empreinte. Il y a quelques conduits où on recule un petit peu avant de faire une empreinte. Donc là, au moins, on se dédouane de cette difficulté. Il y a quand même des limites dans l'amplification des basses. Je vais vous montrer un exemple juste après. Les basses fréquences, il ne faut pas rêver. Vous n'aurez pas une correction jusqu'à 125 Hz avec 40 dB de gain d'insertion avec un double dôme, fut-il fermé. Il y a une moindre étanchéité. On va aussi avoir une limite dans les aigus. Il faut accepter aussi ces contraintes-là. Et puis les problèmes de tenue dans l'oreille et de stabilité qui sont génériques au dôme et que vous connaissez. L'embout, lui, par contre, va être très stable dans l'oreille. C'est quand même acoustiquement la meilleure solution. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On aura un couplage acoustique qui va permettre d'amplifier les basses fréquences et de donner des gains élevés, une meilleure étanchéité. Il n'y a pas de problème. Mais j'aurais dû le mettre en ultra rouge, l'obturation plus importante qui va poser aussi des problèmes de nettoyage. Le remplacement de l'embout, il faudra refaire des empreintes. Donc il y a quand même une gestion dans le temps qui va être plus délicate et qui va demander plus de précautions. Ce qui n'empêche absolument pas de le faire. Alors, pour ce qui est de la mesure in vivo, oui, elle est possible. Alors, pour ceux qui, on sait que demain matin, on doit animer un petit atelier sur la mesure in vivo avec Céline. On n'aura pas de cas comme ça, j'espère, parmi les participants. L'insertion de la sonde, je suggère de prendre la sonde avec une pince, comme vous voyez à l'image, pour éviter qu'elle racle le fond du conduit dans l'insertion. C'est-à-dire que vous avez très très souvent des dépôts, soit des petits écoulements, des choses qui font que si vous mettez la sonde un petit peu de façon classique, vous avez un phénomène de raclement. Et même une petite humidité persistante dans un conduit auditif va faire un petit effet de buée à l'extrémité de la sonde et votre sonde va se bloquer. Donc, vous la soulevez comme ça, vous l'insérez et vous la reposez sur le fond du conduit lorsqu'elle est en bonne position. Voilà. Évidemment, vous le monitorez ça à l'autoscope. Une REUG de vérification pour ceux qui pratiquent déjà. Donc, là, vous allez vous rassurer sur le fait que la sonde n'est pas bouchée, avec un plateau à 0 dB pour le REG dans les basses fréquences, et vous avez une forme de REG qui ne sera pas forcément celle-là, on va peut-être y revenir, mais au moins vous savez que le dispositif de mesure est fonctionnel. Alors je vous montre un exemple. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder? J'ai pointé en bleu les courbes de niveau de sortie pour un signal ISTS dans un conduit de ce type, avec un double dôme obturant. Donc vous voyez qu'on peut faire passer de l'énergie, on a un gain d'insertion qui est assez élevé, c'est intéressant. Ça permet de faire des corrections auditives qui sont loin d'être négligeables, et c'est une proposition à faire aux patients en tout cas, d'avoir cette possibilité-là. Mais vous voyez que dans les graves, on ne fait pas de miracle, on est relativement loin des cibles à 250 et 500 Hz, et on n'arrive pas clairement à aller très très loin non plus par rapport à ce qu'il faudrait, en tout cas, par rapport à ces cibles-là dans les aigus. Mais pour autant, ça peut être une solution pour laquelle les patients vont être très satisfaits. Je pense que c'est le cas de ce patient-là. Et puis après, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions de toute façon. Alors, je voulais aussi insister sur là sur la diapo précédente, la courbe de RER était relativement régulière. C'est loin d'être toujours le cas. Et pour ceux qui font des mesures in vivo, vous aurez la joie, le bonheur et la surprise souvent de voir des courbes très très remaniées. C'est des phénomènes acoustiques qui sont aléatoires, qui sont dus aux perforations tympaniques. Et vous avez des anti-résonances, des résonances. Donc, faire passer du son dans ces conduits-là, c'est pas forcément évident. Et vous voyez la courbe RER bleue qui présente une résonance à 2000 Hz. En général, ça reprend la courbe de réponse oreille nue. C'est des phénomènes acoustiques qui sont imprévisibles. Alors, il y a une question qui est est-ce que ça nécessite de nombreux canaux de filtrage? Est-ce qu'il y aurait une préférence sonore
à avoir une courbe de réponse qui est lissée, c'est des choses qu'on devrait évaluer. Donc là, vous voyez par exemple, si on lissait la courbe bleue, est-ce que le patient serait plus satisfait, est-ce qu'il aurait un vécu auditif qui serait meilleur? C'est une question. J'ai pas la réponse, ça ferait un sujet d'étude à faire. N'oublions pas, cependant, pour être assez complet, et là, il faut prendre un petit peu de recul quand on fait une mesure in vivo dans des conduits comme ça. N'oubliez pas, on fait une mesure en un point. Il y a des conduits qui sont très difficiles. On n'oublie pas que l'appareil auditif, via un embout, un dôme, va diffuser une énergie acoustique. Donc c'est ce qu'on va mesurer. On va mesurer une énergie acoustique à proximité du tympan. Quand il y en a, parfois il ne reste plus beaucoup de tympans. Donc vous faites un point de mesure, mais n'oubliez pas que la diffusion de l'énergie va probablement avoir une composante mécanique vibratoire qui, via les structures osseuses qui entourent le conduit auditif, va atteindre l'oreille interne. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous mesurez un phénomène acoustique qui va être prédominant dans ce que le patient va entendre, certes, et qui va avoir beaucoup d'intérêt dans le choix du dôme, dans le choix de l'embout, mais qu'il y a d'autres phénomènes sonores qui vont intervenir et qui peut être pas inutile si vous voulez avoir une vision complète de ce que le patient entend par ces deux chemins énergétiques, aériens et osseux, de faire des seuils en champ libre comme vous le faites d'habitude. C'est à toi après, Paul? Bon. Merci. Donc du coup, quand on a une perforation tympanique et qu'on souhaite un appareillage, on peut aussi après chirurgicalement faire ce qu'on appelle une myringoplastie, c'est-à-dire qu'on ferme le tympan chirurgicalement. C'est l'équivalent, donc myringoplastie ou tympanoplastie de type 1, c'est-à-dire qu'on fait juste un geste sur la membrane tympanique. Il n'y a pas du tout de geste sur les osselets ou pas d'ossiculoplastie, c'est vraiment une myringoplastie. Donc c'est quoi globalement les indications? C'est principalement les patients qui ont des otorrhées chroniques, d'une part pour prévenir les surinfections et surtout ça permet de préserver l'oreille interne parce que les surinfections chroniques, ensuite on passe de surdité de transmission à des surdités mixtes par atteinte de l'oreille interne. Et surtout, d'arrêter l'otorrhée, ça peut permettre l'appareillage, qui n'était pas possible si on a une otorrhée importante. C'est aussi pour les patients qui souhaitent faire de la baignade, pouvoir immerger leur oreille, parce que quand on a un trou dans le tympan, on ne peut pas mettre de l'eau dans l'oreille pour justement prévenir les surinfections. C'est notamment surtout le cas chez les enfants, parce que pour l'apprentissage de la natation et apprendre à nager, c'est important d'avoir du coup des oreilles saines. Et la troisième possibilité, c'est aussi pour l'audition. Alors souvent, quand on ferme le tympan, on ne va pas totalement fermer l'urine et du coup annuler la surdité de transmission, mais ça peut permettre de gagner quelques décibels qui sont toujours utiles pour l'appareillage par la suite. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour fermer le tympan? On peut utiliser soit du cartilage ou du périconte, c'est la fine membrane qui recouvre le cartilage. Souvent on la prend au niveau de l'oreille, donc soit au niveau du tragus, c'est le petit relief dans l'oreille, ou au niveau de la conque, c'est la partie centrale de l'oreille. On peut aussi parfois prélever de l'aponévrose temporale, donc c'est le muscle qui permet la mastication qui est à cet endroit-là. Ou on peut utiliser aussi de la graisse, des veines ou des greffons synthétiques, mais c'est quand même moins fréquent. C'est souvent du cartilage et du périconte qui sont utilisés. Les types de bois d'abord, pour que vous sachiez un petit peu, c'est soit par voie endorale. Alors je ne sais pas si on peut lancer la vidéo. Non. Donc c'est-à-dire qu'on passe dans l'oreille avec une petite incision dans l'incisure intertragoïdicéenne, ou alors il y a des voies rétro-auriculaires, donc c'est-à-dire qu'on passe complètement derrière l'oreille, les patients auront donc une cicatrice rétro-auriculaire. Donc la myringoplastie en pratique, en gros on décolle un petit limbo tympanoméatal, c'est-à-dire qu'on va décoller la peau du conduit pour arriver jusqu'à l'annulus du tympan, qu'on va décoller pour en fait se retrouver sous le tympan. On va même parfois avoir à décoller le tympan du manche du marteau pour pouvoir interposer notre greffon entre le tympan qui a sa perforation et ensuite la chaîne ossiculaire. Donc souvent on prélève un petit bout de cartilage au niveau du tragus et ensuite on va glisser notre cartilage sous notre tympan. Donc là le cartilage il est positionné et ensuite secondairement on rabat notre tympan qu'on a décollé tout à l'heure où il y avait la perforation pour réparer notre tympan. Donc là on voit bien, il y a un trou dans le tympan, on soulève notre lambeau. Là on voit le manche du marteau sur lequel on va interposer notre cartilage.
Et ensuite, on rabat notre lambeau et on voit que la perforation, du coup, elle est fermée avec notre greffon cartilagineux qui est en place. Il y a d'autres techniques de myringoplastie. Il y a une autre technique qu'on appelle la technique du yo-yo cartilage, c'est-à-dire qu'on va prendre le cartilage et on va le découper un petit peu comme un yo-yo et on va le glisser dans le tympan. Ça, c'est plutôt pour les petites perforations, comme la technique du bouchon graisseux, c'est-à-dire qu'on va prélever de la graisse et mettre un petit bouchon graisseux dans la petite perforation tympanique. Et en fait, la graisse, en se résorbant en fibrosant, elle va recréer elle va fermer le tympan. Donc là, on voit ici le petit bouchon graisseux, il a été positionné ici. Donc la myringoplastie, là, on voit avec greffon cartilagineux, donc on a une grande perforation. Et là, on voit, ça devait être que du périconde ici. On voit qu'on a fermé le trou du tympan. Et là, avec des greffons cartilagineux, donc on voit bien ici, le tympan, du coup, il est beaucoup plus mat, il est moins transparent. Donc pour la surveillance derrière, il faut avoir un œil un peu plus habitué. On voit ici, hein, là, il y a le greffon cartilagineux et ici aussi. Alors, sur l'appareillage, donc en conclusion, faites des mesures in vivo. Il ne faut pas que ça effraie du tout de le faire, mais attention au placement de la sonde. Validez bien la mesure. Ça ne mesure j'insiste là-dessus, hein, il y a des cas où ça ne change pas grand-chose, il y en a d'autres. C'est vraiment complémentaire de mesurer les seuils en champ libre pour avoir la totalité de la transmission de l'énergie, mais la mesure in vivo va être très très utile pour très rapidement valider que ce double dôme, cet embout, apporte quand même l'essentiel de l'énergie au point d'intérêt. Et puis surveiller les tympans, on n'est pas ORL, et puis c'est un point de dialogue entre nous. Je crois que c'est des cas où on a beaucoup d'échanges à avoir, mais faites des photos du tympan à un instant donné, surveillez que mois après mois, tout se passe bien. Faites un choix éclairé et éclairant pour le patient entre les dômes, les tubes fins et les embouts. Si vous vous orientez vers un embout qui va être potentiellement très obturant, moi j'aime bien avoir l'avis d'un camarade ORL pour être sûr qu'on aille dans la bonne direction. Et puis, soyez pas effrayés par les irrégularités de courbe de réponse, hein, c'est très fréquemment le cas dans ce type de situation. Donc du coup, s'il y a des messages clés, c'est que si vous avez un patient qui a une perforation tympanique et l'oreille qui coule, il faut référer à l'ORL, parce que c'est pas normal, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, et de toute façon, l'appareillage sera pas bénéfique, puisque l'appareil va se boucher, et le patient en tirera pas les bénéfices qu'il devrait en avoir. L'appareillage, donc plutôt le dôme. Les mesures in vivo sont possibles et on peut faire aussi de la chirurgie, on peut fermer le tympan avec une myringoplastie. La collaboration étroite, hein, comme disait Stéphane, entre l'ORL et l'audioprothésiste, c'est-à-dire que dès qu'il y a un doute, il faut se référer à l'ORL et l'ORL, il faut discuter avec l'audioprothésiste de la meilleure stratégie. Est-ce qu'il faut fermer le tympan? Si c'est une perforation sèche, est-ce que l'appareil suffit à récupérer l'urine, ou est-ce que si on se dit qu'on ferme le tympan, on gagne un peu et l'appareil finira de fermer l'urine? Donc c'est vraiment une collaboration étroite entre ORL et audioprothésiste. Et surtout, le suivi des patients est super important. Merci. Merci beaucoup, Dr Paul Couder et Stéphane Laurent. Des petites questions. La première question, peut-être plus pour Stéphane. Quid de la position de la sonde vis-à-vis de la perforation? Une sonde placée en regard direct de la perforation donnera des résultats fortement différents d'une sonde en face d'un reliquat tympanique. C'est vrai que d'habitude, quand on place la sonde, on se repère si ça passe en négatif, autour de 4, 6, 8 000 Hz. Quand on a une perforation, il peut y avoir des doubles pics, suivant l'importance de la perforation. Quels sont tes conseils, Stéphane, par rapport à ça? Le placement de la sonde. Alors, vous savez, maintenant, il y a de plus en plus de chaînes de mesure qui proposent du monitoring de placement de sonde par repère acoustique. Donc ça marche pas. Déjà, le repère du REUG qui tombe dans le négatif à 6000, ça marche souvent pas non plus. Donc c'est d'abord un placement visuel et de logique, de longueur de sonde. Mais c'est vraiment une insertion qui se fait à tâtons et par monitoring visuel. Ensuite, par rapport à la perforation, là on fait un peu ce qu'on peut. Moi, j'ai pas noté de si grande différence que ça, d'ailleurs, entre si on est en regard de la perforation, ou alors c'est vraiment qu'on serait très près du tympan.
mais il faut être clair qu'on place la sonde dans une zone, il faut être conscient que c'est une zone, on va mesurer de l'énergie dans cette zone-là, qu'on ignore comment ça va se diffuser jusqu'à l'oreille interne, comment le transfert d'énergie va se faire, mais le placement de sonde visuel et la longueur de la sonde. Voilà. Évidemment, on ne fait pas de mesure in vivo dans la caisse du tympan encore. C'est ça, avec otoscopie et puis la profondeur. Peut-être un point important, en mesure in vivo, les cibles finalement, parce que si on prend des cibles de pré-réglage, elles ne sont pas faites pour des perforations, donc... Non, elles sont pas faites pour ça. Il faut avoir rentré la conduction osseuse, déjà, la cible va en tenir compte. Ou alors, si vous avez fait ce que je conseille quand même vivement des seuils d'inconfort, vous allez prendre en compte la dimension transmissionnelle dans les mesures supraliminaires. Après, je n'ai pas le temps de développer, on peut aussi avoir d'autres astuces de mesure de seuil de confort pour compléter, mais c'est quand même une bonne première approche pour avoir un premier visage à la correction, d'utiliser quand même des cibles en rentrant les seuils de conduction osseuse et les inconforts. Et j'avais une dernière petite question, c'était par rapport justement au risque d'infection sur soit le nettoyage des appareils auditifs, peut-être des infections avec des petites boîtes UV par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous parler un petit peu des risques d'infection? Quelles sont les conduites à tenir pour les audioprothésistes? À quel moment il faut se dire, bon là, il faut qu'il aille en urgence consulter un médecin ORL? Vous en avez un petit peu parlé, mais... Écoute, moi la surveillance que je fais une photo du conduit en champ proche, en début d'appareillage, avant une quelconque intervention de ma part, avant d'avoir rien touché, rien mis dans l'oreille. Je fais une photo que je mets en réserve dans le dossier NOAA, une photo du tympan en champ proche, une photo du conduit auditif en champ large, à l'entrée du conduit. Je garde ça précieusement en archive et surveille. Alors, j'ai pas eu à mon avis, les risques qui seraient sur des patients à qui on met des embouts, qui ont une hygiène limite et qui habitent loin du labo. On perd la trace de ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc, j'ai pas ce cas-là. Ceux qui sont loin, moi, je leur ai mis des dômes des dômes de rechange. Mais clairement, le risque d'évolution, le risque infectieux, je sais pas ce que Paul peut dire là-dessus, d'un patient à qui on mettrait un embout et qui l'entretiendrait mal. C'est sûr qu'un patient qui a un embout, qui l'entretient mal, il va forcément un risque d'infection, il risque surtout de perdre de l'audition, donc il faut quand même bien prévenir les patients, de leur dire que la stratégie, si on met un embout, il faut qu'ils soient assidus sur l'entretien, qu'au moindre problème, il faut retourner voir soit l'ORL, soit l'audioprothésiste, parce que si on passe d'une surdité de transmission, on met un embout pour appareiller et qu'au final on surinfecte et on dégrade l'osseuse par une infection de l'oreille interne, au final valait mieux peut-être garder notre surdité de transmission initiale avec une oreille qui coule. Donc c'est vraiment une stratégie à définir avec le patient, l'ORL et l'audioprothésiste. Très bien, donc on est parfaitement dans les temps. Merci Monsieur Laurent, et puis merci aussi à Paul Couder pour son avis otologique autorisé.